Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série intitulée Tarot et psychologie. Dans la précédente vidéo, nous avions quitté le fou au moment où il acceptait de franchir le seuil de l'inconnu sans savoir exactement où le chemin le conduira. Je vous mets évidemment le lien vers cette vidéo en haut. Et avec le battleur ou le magicien dans le Rider-Waite, nous découvrons la première véritable étape de ce voyage initiatique. Alors c'est une carte que l'on présente souvent comme celle des nouveaux départs, des talents, des possibilités ou encore du potentiel créateur. Je vous remontre les cartes dans la version Tarot de Marseille et dans la version Rider-Waite. Toutes ces interprétations sont bien entendu justes, mais nous allons voir que nous pouvons tirer d'autres enseignements de cet archétype. Alors, justement, regardons la carte du battleur dans le tarot de Marseille, ou de l'autre si vous voulez. On ne le voit pas forcément en train de faire quelque chose avec les outils qui sont disposés sur la table, mais on peut avoir le sentiment qu'il réfléchit plutôt à ce qu'il pourrait faire avec. Ce qui implique qu'il possède déjà tout ce dont il aura besoin pour accomplir son parcours. Les 4 suites du tarot sont présentes sur sa table. On le voit mieux dans celle du Rider-Waite, ici. Il ne lui manque donc rien. Et pourtant, est-ce que le magicien est un maître accompli? Ou le battleur, encore moins. Regardez-le, avec ses boucles blondes et puis son air de poule qui a trouvé un couteau. Donc c'est encore un débutant. Il expérimente, il apprend, il découvre ses propres capacités et surtout, il ne sait pas du tout ce qu'il pourra en faire et où elles le mèneront. Il m'est alors venu l'idée de consacrer cette vidéo à un phénomène psychologique que beaucoup d'entre nous connaissent bien, qui est le syndrome de l'imposteur. Petit rappel de ce qu'est le syndrome de l'imposteur. Peut-être vous est-il déjà arrivé de terminer une formation, d'obtenir un diplôme, d'acquérir plusieurs années d'expérience dans votre domaine et malgré cela de continuer à penser que vous n'étiez pas vraiment légitime. Peut-être avez-vous déjà reçu des compliments sur votre travail tout en vous disant intérieurement « Oh, ils exagèrent un peu hein » ou encore Bon, en fait, j'ai eu de la chance cette fois-ci ». Et lorsque quelque chose se passe bien, vous avez tendance à attribuer votre réussite aux circonstances, au hasard, voire à une erreur de jugement des autres, plutôt qu'à vos propres compétences. Si vous vous reconnaissez dans cette description, alors rassurez-vous, vous n'êtes pas un cas isolé et moi la première, j'ai tendance à ne pas reconnaître mes compétences ou plutôt à les minimiser. Alors ce phénomène est suffisamment fréquent pour avoir été étudié par les psychologues depuis près d'un demi-siècle. Et en 1978, Pauline Clance et Susan Himes publient un article devenu célèbre dans lequel elles décrivent ce qu'elles appellent alors le imposter phenomenon. Donc en observant des femmes pourtant brillantes et reconnues dans leur profession, elles constatent un paradoxe étonnant, comme tous les paradoxes. Malgré leur réussite objective, ces femmes étaient persuadées qu'elles avaient trompé leur entourage et vivaient dans la crainte permanente d'être un jour démasquées. Depuis cette première publication, de nombreuses recherches ont confirmé que ce phénomène touche aussi les hommes et qu'il est particulièrement fréquent chez les personnes consciencieuses, perfectionnistes ou très investies dans leur travail. Ce qui est mon cas, et quand j'ai obtenu l'agrégation d'anglais en 92, j'ai toujours par la suite essayé de le cacher, de ne pas m'en vanter, car moi-même, je me suis trop souvent dit que j'avais dû avoir un peu de chance pour la décrocher. Attention cependant à faire une distinction, le syndrome de l'imposteur ne consiste pas à manquer de compétences. Si vous débutez dans un domaine, il est parfaitement normal de ne pas tout savoir. Personne ne naît expert. Et à l'inverse, d'ailleurs, il y a certaines personnes qui surestiment leurs capacités. C'est un biais bien connu en psychologie sous le nom d'effet Dunning-Kruger ou effet de surconfiance.
Donc, le syndrome de l'imposteur, il désigne une situation qui est quasiment inverse. Vous possédez déjà des connaissances, des compétences ou une expérience réelle, mais votre regard sur vous-même reste profondément déformé et vous continuez à vous percevoir comme moins compétent que vous ne l'êtes réellement. Et c'est ici que notre petit battleur entre en jeu. Vous voyez les tables de ces deux personnages. On y voit, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le denier, l'épée, la coupe et le bâton, c'est-à-dire les 4 suites du tarot. Donc là, je ne vois pas bien, mais vous connaissez la carte. Alors symboliquement, ces 4 objets représentent l'ensemble des ressources dont un être humain dispose pour agir dans le monde. Le concret et l'expérience avec le denier, la pensée et le discernement avec l'épée, les émotions et l'intuition avec la coupe, enfin l'énergie de l'action et de la volonté avec le bâton. Le battleur ou le magicien possède déjà tout ce dont il aura besoin, mais il ne sait pas encore pleinement utiliser ses ressources. Il est tout simplement au commencement de son apprentissage, ce qui n'en fait pas un imposteur, loin de là. Alors cette idée est finalement assez rassurante parce qu'elle nous rappelle que la légitimité ne tombe pas du ciel comme une récompense que quelqu'un viendrait nous remettre un beau matin. Elle ne naît pas non plus d'une certitude absolue en ses capacités. La légitimité se construit progressivement à mesure que nous apprenons à reconnaître les ressources que nous possédons déjà et que nous acceptons de les mettre au service des autres, même si nous avons encore beaucoup à apprendre. Alors voici ce que nous allons faire. Nous allons regarder chacun des 4 outils du battleur magicien comme une réponse à une dimension particulière du syndrome de l'imposteur. Nous verrons comment le denier peut nous aider à retrouver des preuves concrètes de notre compétence, comment l'épée nous apprend à remettre en question notre discours intérieur, comment la coupe nous invite à accueillir la peur plutôt qu'à la combattre, et enfin comment le bâton nous rappelle que la confiance ne précède pas toujours l'action. Très souvent, c'est l'action elle-même qui finit par faire naître la confiance. Je vous propose donc de commencer par le denier. Alors dans le tarot de Marseille, il apparaît comme une petite boule jaune ici qui est dans la main du battleur. Et dans le Rider-Waite, on va retrouver le pentacle qui remplit la même fonction symbolique qui est ici. Donc dans les deux cas, le denier appartient à l'élément terre, c'est-à-dire au monde du concret, du tangible, de ce qui peut être observé, mesuré ou vérifié. Or, c'est justement cette dimension concrète qui fait souvent défaut aux personnes souffrant du syndrome de l'imposteur. L'une des caractéristiques de ce phénomène est la difficulté à reconnaître ses propres réussites. Lorsque quelque chose fonctionne, la personne trouve immédiatement une explication extérieure. Si elle réussit un examen, c'est parce qu'elle est tombée sur les bonnes questions. Si elle obtient un poste, c'est parce que la RH s'est trompée. Si un client la remercie, c'est parce que ce client n'est pas suffisamment exigeant. Bref, chaque succès est expliqué, sauf par la compétence. À l'inverse, le moindre échec devient immédiatement la preuve qu'elle n'était effectivement pas à la hauteur. Autrement dit, son cerveau fonctionne comme un juge qui est particulièrement partial. Il accepte toutes les preuves qui vont dans le sens de son manque de légitimité, mais il rejette systématiquement celles qui pourraient le contredire. Cette manière de raisonner est aujourd'hui bien connue des psychologues. Aaron Beck, qui est le fondateur de la thérapie cognitive, parlera plus tard de distorsion cognitive et nous y reviendrons lorsque nous aborderons l'épée. Mais avant même de modifier notre manière de penser, encore faut-il disposer de faits sur lesquels appuyer notre réflexion. Et le denier va nous aider en ça car il nous ramène obstinément au réel. Il nous demande de quitter un instant le terrain des impressions pour revenir à celui des faits. Qu'ai-je réellement appris ? Quelles compétences ai-je effectivement développées ? Quels problèmes suis-je déjà capable de résoudre ? Qui ai-je déjà aidé ? Quels résultats ai-je obtenus ?
Vous remarquerez que ces questions sont étonnamment simples. Pourtant, lorsqu'on souffre du syndrome de l'imposteur, elles sont souvent beaucoup plus difficiles qu'il n'y paraît. Non pas parce que les réponses n'existent pas, mais parce que nous avons pris l'habitude de les minimiser. Je vais vous raconter une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, alors que j'étais accompagnée par une coach américaine, Cara Flowers, pour développer mon activité de coaching, elle m'a demandé de tenir ce qu'on appelait un journal d'épreuves, Book of Proof en anglais. Je l'ai retrouvé d'ailleurs à l'occasion, le voici. Donc je me souviens de ne pas avoir tout de suite compris ce qu'elle me demandait de faire, tellement j'étais peu habituée à noter en fait tous les petits, on va dire, miracles quotidiens qui prouvent que ce qu'on demande finit par arriver. Donc moi je pensais qu'elle allait me demander de noter des affirmations positives, mais pas du tout. Elle m'a demandé quelque chose de beaucoup plus simple, mais aussi beaucoup plus exigeant, puisque vous voyez, j'avais pas du tout l'habitude, c'était de noter uniquement des faits. Par exemple, une personne qui m'avait remercié après un accompagnement de coaching, je le notais. Une somme que je recevais parce que on me la devait, je le notais. J'avais réussi un exercice difficile, je le notais. J'avais acquis une nouvelle compétence, je le notais. Et il n'y avait aucun commentaire ou jugement à rajouter, hein, c'était seulement des preuves. Et à force, cette pratique finit par ancrer dans la réalité ces pensées qui ne sont basées sur rien. Et avec le recul, je trouve cette pratique très proche de la symbolique du denier parce que le denier nous propose de regarder ce qui est déjà là, dans le réel, au lieu de partir dans des délires. Cette idée rejoint d'ailleurs les travaux du psychologue canadien Albert Bandura, qui a consacré une grande partie de sa carrière au concept de sentiment d'efficacité personnelle. Bandura montre que notre confiance ne repose pas principalement sur les compliments que nous recevons, ni sur les discours motivants que nous pouvons éventuellement nous adresser à nous-mêmes. Non, elle se construit avant tout à partir de nos expériences de maîtrise, c'est-à-dire des situations dans lesquelles nous avons effectivement réussi à accomplir une tâche. Autrement dit, notre cerveau fait progressivement une forme de comptabilité. Chaque expérience réussie devient un élément supplémentaire qui vient alimenter notre conviction d'être capable d'agir efficacement dans une situation comparable. Le problème, c'est que les personnes souffrant du syndrome de l'imposteur tiennent une comptabilité qui est un peu étrange. Elles vont enregistrer soigneusement tous leurs échecs et oublient ou dévalorisent leurs réussites. Imaginez un comptable qui déciderait d'inscrire toutes les dépenses dans son livre de compte, mais jamais les recettes. Donc au bout de quelques mois, il conclurait bien évidemment que son entreprise est en faillite, alors même qu'il aurait simplement oublié la moitié des informations. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons avec notre propre parcours. Nous conservons en mémoire les erreurs, les maladresses, les critiques reçues il y a plusieurs années, mais nous oublions les personnes que nous avons aidées, les projets que nous avons menés à bien ou les difficultés que nous avons déjà surmontées. Alors le denier nous invite donc à rééquilibrer cette comptabilité intérieure. Avant même d'apprendre de nouvelles compétences, on commence par reconnaître celles qu'on possède déjà et on cesse progressivement de se comporter comme quelqu'un qui n'aurait rien à offrir. Alors je vais vous proposer un petit exercice très simple. Vous allez prendre une feuille de papier et vous la diviser en 4 colonnes. Dans la première, vous allez noter vos formations, qu'elles soient universitaires, professionnelles ou personnelles. Dans la deuxième, vos expériences, même celles qui vous semblent appartenir à une ancienne vie. Rien n'est jamais totalement perdu. Nous transportons toujours avec nous une partie de ce que nous avons appris. Dans la troisième colonne, vous allez noter les difficultés que vous avez déjà surmontées. Elles aussi, ça constitue une forme de compétence, même si aucun diplôme ne vient les certifier. Et enfin, dans la quatrième colonne, vous allez rassembler les preuves extérieures, les remerciements, les témoignages, les messages, les retours positifs que vous avez reçus au fil des années. Et ne cherchez pas à interpréter ces éléments, ce n'est pas le but de l'exercice.
Vous les recueillez dans le journal, sur la page, et ainsi vous remplissez votre denier. Et lorsque la petite voix de l'imposteur reviendra vous murmurer que vous n'êtes pas légitime, vous pourrez lui répondre, non pas avec des affirmations positives très enthousiastes, comme quoi vous avez énormément confiance en vous, mais avec quelque chose de beaucoup plus difficile à contester, des faits. Après avoir observé le denier, nous pouvons maintenant nous tourner vers le deuxième objet sur la table du battleur magicien, l'épée, ici qui est représentée par un petit couteau. Alors, dans l'imaginaire collectif, l'épée évoque le combat, la force ou parfois même l'agressivité. Et dans le langage symbolique du tarot, elle renvoie d'abord à une autre fonction qui est celle de l'intelligence, du discernement et de la pensée. L'épée appartient à l'élément air et comme l'air, nos pensées sont invisibles, mobiles et parfois insaisissables. Elles circulent en permanence dans notre esprit, souvent sans que nous prenions réellement conscience de leur influence. Le problème, c'est que lorsque nous souffrons du syndrome de l'imposteur, ce ne sont pas les faits qui nous paralysent, mais l'histoire que nous nous racontons à propos de ces faits. Et ici, le denier et l'épée vont se compléter parfaitement bien. Le denier nous demande quels sont les faits, et l'épée, elle, va nous demander quelle interprétation suis-je en train de faire de ces faits. Imaginons deux personnes qui viennent toutes les deux d'animer une conférence. À la fin de leur intervention, il y a une dizaine de personnes qui les félicitent et une seule qui formule une critique. Le premier conférencier retiendra essentiellement les encouragements et utilisera la critique pour améliorer sa prochaine conférence. Le second conférencier ne pensera plus qu'à cette remarque négative. Il rentrera chez lui persuadé que son intervention était médiocre et que les compliments relevaient simplement de la politesse. Et pourtant, les faits sont exactement les mêmes. Ce qui change, c'est leur interprétation. Autrement dit, ce n'est pas la réalité qui produit directement notre souffrance, c'est le filtre à travers lequel nous regardons cette réalité. Cette idée constitue l'un des fondements de la thérapie cognitive développée par le psychiatre américain Aaron Beck dans les années 60. Beck montre que nos émotions sont largement influencées par nos pensées automatiques, c'est-à-dire ces petites phrases-là qui surgissent spontanément dans notre esprit sans que nous les remettions en question. Le problème est que nous avons souvent tendance à considérer ces pensées comme des vérités. Si je pense « je ne suis pas légitime », j'ai immédiatement l'impression que cette phrase décrit objectivement la réalité, alors qu'en fait, ce n'est qu'une hypothèse. Et là, nous allons faire intervenir l'épée pour couper nos illusions, trancher, distinguer le réel de l'imaginaire, séparer ce qui relève du fait de ce qui relève de l'interprétation. Je trouve d'ailleurs intéressant de constater que dans le Rider-Waite, le magicien tient sa baguette vers le ciel, tandis que l'autre main est dirigée vers la terre. Cette posture a souvent été interprétée comme le principe hermétique « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas »,« as above, so below ». Mais elle peut aussi être comprise d'un point de vue psychologique comme la capacité à faire circuler une idée jusque dans le réel. Or, cette circulation suppose une pensée suffisamment claire pour ne pas être constamment parasité par nos croyances limitantes. Alors, le syndrome de l'imposteur fonctionne souvent selon un raisonnement implicite que nous n'examinons jamais. Il prend la forme de règles intérieures extrêmement exigeantes. Si je ne connais pas la réponse à une question, c'est que je ne suis pas compétent. Si quelqu'un en sait plus que moi, j'ai rien à apporter. Alors celle-là, je me la dis souvent, en particulier sur ma légitimité à alimenter cette chaîne YouTube ou à l'avenir proposer des formations en tarot ou écrire un livre. Si je fais une erreur, ça prouve que je n'étais pas légitime. Ces phrases paraissent parfois tellement évidentes que nous ne pensons même pas à les discuter. Mais regardez, essayons de les appliquer à une personne que nous admirons. Je sais pas, prenons un prof de fac que nous admirons ou nous admirions profondément. Est-il capable de répondre à toutes les questions que ses étudiants pourraient lui poser ? Évidemment non. Est-ce que cela fait de lui un imposteur ? Non plus. Ou prenons un médecin.
Peut-il tout connaître de toutes les maladies, de tous les traitements, de toutes les publications scientifiques? Bien sûr que non. Son métier consiste précisément à continuer d'apprendre tout au long de sa carrière. Alors pourquoi accepterions-nous cette réalité chez les autres, mais pas chez nous? Est-ce que nous appliquons souvent à nous-mêmes des critères que nous n'imposerions jamais aux personnes que nous respectons? Et j'aime beaucoup une question que proposent certains thérapeutes cognitifs lorsqu'ils travaillent avec leurs patients. Si votre meilleur ami venait vous dire exactement ce que vous êtes en train de penser de vous-même, lui répondriez-vous la même chose que ce que vous vous dites à vous? La plupart du temps, la réponse est non. Nous trouverions immédiatement des arguments pour nuancer son jugement. Nous lui rappellerions ses réussites. Nous replacerions son erreur dans son contexte. Nous lui dirions qu'il apprend, que personne n'est parfait, que cette difficulté ne résume pas toute sa valeur. Autrement dit, nous utiliserions spontanément l'épée. Nous exercerions notre discernement. Alors pourquoi ne pas nous accorder la même équité? Le philosophe stoïcien Épictète écrivait déjà il y a près de 2000 ans « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur les choses ». Bien entendu, les stoïciens ne connaissaient pas le syndrome de l'imposteur, mais cette intuition rejoint de manière étonnante les découvertes de la psychologie contemporaine. Et oui, notre premier réflexe n'est pas toujours fiable. Notre première pensée n'est pas nécessairement vraie. Alors revenons au battleur et à la leçon qu'il nous propose de retenir. Il utilise ses outils, il ne les laisse pas le dominer, il ne laisse pas son épée décider à sa place. De la même manière, nous pouvons apprendre à utiliser notre pensée comme un instrument plutôt que comme un tyran. Et concrètement, lorsqu'une pensée du type « je ne suis pas légitime » apparaît, je vous invite à faire une courte pause et à vous poser quelques questions. Quelle est la preuve objective de cette affirmation? Existe-t-il des faits qui la contredisent? Suis-je en train de confondre le fait d'être encore en apprentissage avec celui d'être incompétent? Est-ce que j'appliquerai le même raisonnement à quelqu'un d'autre? Et ces questions cherchent simplement à rétablir une pensée plus juste. Car l'objectif de l'épée est de nous rapprocher autant que possible de la réalité. Une réalité souvent beaucoup plus nuancée que le récit que construit notre critique intérieure. Jusqu'à présent, nous avons travaillé sur le denier qui nous a ramenés aux faits et l'épée qui nous a aidés à examiner notre manière d'interpréter ces faits. On pourrait croire qu'une fois ce travail accompli, le syndrome de l'imposteur disparaît de lui-même. Après tout, si je reconnais objectivement mes compétences et si je parviens à identifier les erreurs de raisonnement qui nourrissent mon manque de confiance, pourquoi est-ce que je continuerai à douter? Eh bien, la réponse est simple. Parce que nous ne sommes pas uniquement des êtres rationnels, nous sommes également des êtres émotionnels. Et c'est la coupe qui représente ces émotions. Dans le tarot, la coupe appartient à l'élément eau. Elle est traditionnellement associée aux émotions, aux relations, à l'intuition et à la vie affective. Si le denier représente ce qui est tangible et l'épée ce qui est intelligible, la coupe nous conduit vers un territoire beaucoup plus difficile à maîtriser, qui est celui de notre monde intérieur. Or, le syndrome de l'imposteur est rarement une simple erreur de raisonnement, c'est aussi une expérience profondément émotionnelle. Lorsque nous nous apprêtons à publier un article, à proposer une conférence, à lancer une activité ou simplement à exprimer une idée qui nous tient à cœur, nous pouvons ressentir une véritable montée d'anxiété. Le cœur s'accélère, le ventre se serre, les mains deviennent moites, parfois nous avons même envie de tout annuler et beaucoup de personnes interprètent immédiatement cette réaction émotionnelle comme un message. Puisque j'ai peur, c'est probablement que je ne suis pas prêt. Puisque je doute, c'est sûrement que je manque de compétences. Autrement dit, nous transformons une émotion en preuve. Mais la peur n'est pas un détecteur infaillible de notre niveau de compétence, loin de là. Elle peut avoir de nombreuses origines. Alors je vais en faire une liste non exhaustive. Nous pouvons avoir peur parce que nous allons être jugés, parce que nous sortons de notre zone de confort, parce que nous attachons énormément d'importance à ce que nous faisons, parce que nous avons déjà connu un échec par le passé,
ou simplement parce que notre cerveau préfère toujours ce qui lui est familier. En d'autres termes, la peur nous renseigne davantage sur l'importance que nous accordons à une situation que sur notre capacité réelle à y faire face. Je répète, la peur nous renseigne davantage sur l'importance que nous accordons à une situation que sur notre capacité réelle à y faire face. Je trouve cette distinction essentielle car elle permet de réhabiliter une émotion que nous passons beaucoup de temps à combattre. Notre société nous encourage souvent à devenir plus confiants, plus sûrs de nous, plus courageux. Mais on parle moins d'une autre possibilité, qui est celle d'apprendre à agir même en ayant peur, comme le battleur. Qui voit dans cette carte quelqu'un entièrement sûr de lui ? Encore, dans la carte du Rider-Waite, on peut y voir une certaine assurance, confiance, en particulier parce qu'il se tient debout là devant sa table et qu'il nous regarde droit dans les yeux et qu'il a l'air de savoir à peu près ce qu'il fait. Mais rappelons-nous que nous sommes à peine au début du voyage initiatique du tarot, c'est le numéro 1. Pourquoi, ou comment plutôt, serait-il parfaitement serein et exempt de toute hésitation ? Il est beaucoup plus vraisemblable qu'il ressente lui aussi une certaine forme d'incertitude. D'ailleurs, le battleur, lui, du tarot de Marseille, il ne sait pas sur quel pied danser. Et cette table-là, à 3 pieds, ne l'aide en rien à se sentir plus stable. Mais il ne laisse pas le doute décider à sa place. Cette idée rejoint aussi des recherches plus récentes sur ce qu'on appelle l'autocompassion. Pendant longtemps, on a pensé que la meilleure manière de progresser consistait à être extrêmement exigeant envers soi-même. Beaucoup de personnes sont d'ailleurs persuadées que leur sévérité intérieure est ce qui les pousse à avancer. Ah, si je cesse de me critiquer, je vais devenir paresseux. Si je me montre indulgent avec moi-même, je n'aurai plus d'ambition. Ces croyances sont très 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 répandues. Donc c'est le moment de vous parler des travaux de la professeure en psychologie américaine Christine Neff. Depuis le début des années 2000, elle étudie ce qu'elle appelle l'autocompassion, c'est-à-dire la capacité à se traiter avec la même bienveillance que celle que nous accorderions spontanément à un proche confronté à une difficulté. Et il est très intéressant de constater que ces recherches montrent que les personnes qui développent cette attitude ne deviennent pas moins exigeantes. Au contraire, elles abandonnent moins facilement, elles récupèrent plus rapidement après un échec et elles persévèrent davantage. Autrement dit, la bienveillance envers soi-même ne diminue pas du tout la motivation. Donc je trouve que cette idée s'accorde merveilleusement bien avec la symbolique de la coupe. Comment une coupe retient-elle l'eau ? Elle la contient, elle lui donne une forme et surtout, elle lui offre un espace. Et nos émotions ont peut-être besoin du même traitement, et en particulier de cet espace pour s'épanouir. Il est vrai que nous passons énormément de temps à vouloir supprimer certaines de nos émotions dites négatives, mais je dirais plutôt désagréables, comme la peur. On lutte contre elle, on se reproche de la ressentir. Et s'il était temps de changer complètement de stratégie ? Et si, au lieu de chercher à faire disparaître cette émotion, nous apprenions simplement à lui faire une place ? Imaginez que juste avant une prise de parole importante, vous ressentiez là cette boule au ventre que beaucoup connaissent. Mais vous pourriez vous dire, au lieu de culpabiliser ou d'essayer de la faire disparaître, « Ok, je suis nerveux, je suis nerveuse, c'est normal, cette conférence compte pour moi parce que j'ai envie qu'elle soit utile. Donc il serait presque étonnant que je ne ressente rien. » Vous voyez la différence ? L'émotion, elle est exactement la même, mais la relation que vous entretenez avec elle change complètement. La peur devient alors un compagnon de route qu'on apprend à connaître et apprivoiser. J'aime beaucoup le titre français du livre de Susan Jeffers, qui est une psychologue américaine, « Trembler mais oser », parce que c'est une invitation à ne plus attendre la disparition des peurs pour commencer à vivre. Et je crois que c'est la leçon du battleur. Il accepte d'être encore en apprentissage, donc de ne pas tout maîtriser. Et malgré cela, il garde ses outils sous la main, prêts à lui servir. On imagine souvent que les personnes compétentes ne ressentent plus la peur, mais en réalité, beaucoup d'entre elles agissent avec exactement les mêmes émotions que nous. Simplement,
Elles ont appris à écouter, à respecter leurs émotions, sans pour autant leur permettre de diriger leur vie. La coupe du battleur magicien nous apprend à rester ouverts à ce que nous ressentons, sans nous laisser emporter par chaque vague émotionnelle qui traverse notre esprit. Récapitulons. À ce stade, nous avons retrouvé des preuves concrètes de nos compétences grâce au denier. Nous avons appris à examiner nos pensées avec discernement grâce à l'épée. Nous avons commencé à accueillir nos émotions avec davantage de bienveillance grâce à la coupe. Pourtant, il manque encore un élément essentiel. Et oui, on peut posséder toutes ces ressources et rester malgré tout parfaitement immobile. Il nous faut maintenant parler du quatrième outil du battleur, sans doute le plus décisif de tous, le bâton. En effet, il est parfaitement possible de reconnaître objectivement ses compétences, de comprendre les mécanismes psychologiques qui entretiennent le doute et même d'accepter la présence de la peur, tout en restant incapable de passer à l'action. C'est une situation que beaucoup d'entre nous connaissent. Nous savons ce qu'il faudrait faire, nous comprenons pourquoi nous hésitons à le faire, mais quelque chose continue malgré tout à nous retenir. Voilà pourquoi, à ce moment du parcours, le bâton du magicien revêt une importance particulière. Dans la symbolique traditionnelle du tarot, le bâton est associé à l'élément feu. Il représente l'énergie, l'élan créateur, la volonté, mais aussi la capacité d'entrer concrètement dans le monde. Contrairement au denier qui nous ramène vers ce qui est déjà acquis, ou à l'épée qui éclaire notre manière de penser, le bâton nous projette vers ce qui n'existe pas encore. Il est orienté vers l'avenir. Il nous demande « Que comptez-vous faire de ce que vous possédez ?» Cette question est particulièrement intéressante lorsqu'on souffre du syndrome de l'imposteur, car celui-ci entretient avec l'action une relation paradoxale. Nous avons souvent tendance à croire que nous agirons lorsque nous nous sentirons enfin suffisamment compétents ou suffisamment confiants. La confiance apparaît alors comme une condition préalable à l'action. Nous imaginons qu'un jour viendra où nous nous lèverons avec la certitude d'être prêts et que cette certitude nous permettra enfin de franchir le pas. Le problème est que ce jour arrive très rarement. Albert Bandura, que j'ai déjà cité, a montré que la confiance en ses capacités ne naît pas d'une conviction intérieure indépendante de toute expérience. Au contraire, elle se construit progressivement à partir de ce qu'il appelle les expériences de maîtrise, c'est-à-dire toutes ces situations dans lesquelles nous avons tenté quelque chose, rencontré des difficultés, parfois échoué, puis finalement réussi. Autrement dit, ce n'est pas la confiance en soi qui produit l'action, c'est très souvent l'action qui développe cette confiance. Cette idée peut sembler toute bête comme ça, mais elle n'est pas tant que ça. Et si Bandura a raison, attendre de se sentir parfaitement prêt avant d'agir revient à attendre qu'un effet se produise avant même d'en avoir créé la cause. Le battleur ne reste pas immobile devant sa table en répétant qu'il lui manque encore quelques connaissances ou quelques années d'expérience. Non, il commence à manipuler ses outils avec les compétences dont il dispose aujourd'hui, convaincu sans doute que c'est précisément cette pratique qui lui permettra de progresser et de devenir un expert. L'expertise d'ailleurs, c'est pas ne plus commettre d'erreurs, c'est plutôt avoir suffisamment pratiqué pour apprendre de ses erreurs au lieu d'en faire une remise en cause de toute sa valeur. Donc cette manière de considérer l'apprentissage rejoint les travaux de Carol Dweck sur ce qu'elle appelle l'état d'esprit de développement, le fameux growth mindset. Selon elle, nous pouvons envisager nos capacités de deux manières très différentes. Soit nous pensons qu'elles constituent des qualités relativement fixes, auquel cas chaque erreur devient une menace pour notre identité, ça c'est le fixed mindset, soit nous les considérons comme des compétences susceptibles de se développer, auquel cas là, les erreurs deviennent des informations précieuses sur ce qu'il nous reste à apprendre. Et notre battleur, il incarne parfaitement l'attitude du growth mindset. Il accepte d'être un apprenti. Et puis le mot apprenti n'a rien de péjoratif. Il désigne simplement une personne qui est engagée dans un processus d'apprentissage.
Ce statut est une étape normale de tout développement. Et le syndrome de l'imposteur nous conduit malheureusement à oublier cette évidence. Nous exigeons de nous-mêmes une maîtrise immédiate que nous n'exigerions jamais d'un autre débutant. Nous voudrions produire une première œuvre déjà parfaite, enregistrer une première vidéo sans hésitation, réaliser une première consultation sans la moindre incertitude. Mais en réalité, nous nous refusons le droit d'apprendre publiquement. Apprendre publiquement est précisément ce que signifie agir. Chaque fois que nous acceptons de montrer un travail qui est encore imparfait, nous rendons visible notre apprentissage. Alors certes, c'est inconfortable. Nous exposons nos maladresses, nos hésitations et nos limites. Mais ça rend également possible l'expérience. Et sans expérience, il n'y a ni compétence véritable, ni confiance durable. Donc le battleur nous rappelle que la légitimité ne se reçoit pas comme un diplôme que quelqu'un viendrait nous remettre un jour. Non, la légitimité se construit progressivement, dans l'exercice même de notre pratique. Chaque action devient une preuve supplémentaire que nous sommes capables d'apprendre, de nous adapter et de progresser. Et le bâton nous invite à agir précisément parce que nous sommes encore des apprentis. C'est dans ce paradoxe que réside, me semble-t-il, toute la sagesse du battleur magicien. Il sait que l'expérience est le fruit de l'action. Et c'est finalement ainsi que le syndrome de l'imposteur perd peu à peu son pouvoir. Au fil des expériences, il devient de plus en plus difficile de nier les preuves accumulées par notre propre pratique. Alors la prochaine fois que vous regarderez cette carte, je vous invite donc à ne plus voir uniquement un jeune homme devant une table couverte d'objets, mais regardez plutôt ce qu'elle vous montre de vous-même. Demandez-vous quels sont les outils qui sont déjà présents sur votre propre table et que vous ne voyez peut-être plus. Quelles compétences avez-vous pris l'habitude de minimiser? Quelles expériences avez-vous cessé de reconnaître? Et surtout, qu'attendez-vous encore pour commencer à les utiliser?